Generation culture. C'est à Paris que nous nous sommes rendus aujourd'hui pour respirer le doux parfum de la culture. On a voulu profiter de ce jour ensoleillé par sa diversité et sa météo pour vous emmener gravir les marches du monde culturel français. Que ce soit à travers les générations en passant par la culture urbaine ou à travers les époques avec la littérature classique, il y en a pour tous les goûts et chacun peut y trouver son compte à condition de ne pas être dérangé. On a donc choisi le soir au Sacré-Cœur pour profiter de la tranquillité parisienne et du murmure poétique des sirènes de police. Vous voulez regarder Génération Culture? Ne quittez pas. Bonjour et bienvenue sur Génération Culture, votre rendez-vous culturel qui magnifie des portraits singuliers dans le vaste univers de la culture. À travers 3 reportages, des personnes brillantes vont nous plonger dans leur monde pour nous enrichir en nous offrant le privilège de partager un pan de leur vie trépidante. Au sommaire, un cinéma où les générations se croisent en salle de projection, un métier fondamental de l'image trop souvent invisibilisé et un artiste au talent multiple qui nous emmène dans les profondeurs de sa musique introspective. On commence immédiatement avec Portrait. Direction Ponto-Combo, au cinéma Apollo, pour découvrir l'histoire de 2 projectionnistes que tout oppose, sauf l'amour du cinéma. L'un part à la retraite, l'autre prend le relais. Une mémoire qui circule, une passion qui se poursuit. Artistes de l'ombre, c'est un sujet signé Emilia et Cécile et c'est tout de suite sur Génération Culture. Mon histoire avec Apollo, c'est un gros coup de chance. J'y ai passé 30 ans. Des kilomètres de films, plein de spectateurs, enfin bref, la vie d'un cinéma de quartier. Ça, c'est nos projections pour les tout petits. Et il arrive assez souvent, pratiquement 1 à 2 fois par mois, une quantité de poussettes dans le hall parce que nos schtroumpfs viennent voir des films pour eux, leur montrer ce que c'est que le cinéma et pas une télé comme ce qu'ils ont à la maison. 1894 jusqu'aux années 2000, c'était le même genre de projection. C'est un film qui passe à 24 images secondes. Après, aux alentours des années 2000, il y a eu le numérique qui commençait à faire concurrence. Et puis, aux alentours de 2004-2005, il n'y avait pratiquement plus de projecteurs 35. Tout le monde était passé au numérique. Mica Victoria 8, c'était la Rolls des projecteurs de l'époque. C'était une très bonne machine. Et c'est incroyable, parce que c'est une mécanique. Il suffit de lui mettre un peu d'huile, un peu de passion, et ça retourne. Pour toucher. Le toucher de la pellicule, il n'y a plus de contact avec la matière. Sébastien, un jour, il vient dans l'après-midi, il y a pas mal d'années. Il me dit, je pourrais voir la cabine, un de ces 4. Ouais, bah t'as qu'à passer ce soir, tu verras ce que c'est. Le gamin, il avait 14 ans à l'époque, il s'est accroché à nous. Et maintenant, il a repris les rênes, je lui ai laissé les clés, comme on dit. C'est lui qui a la cabine, qui s'occupe de tout ce qui est projection et tout ce qui est technique. Donc on est une petite équipe ici. C'est vraiment une famille. Et donc il m'a repassé le flambeau, donc maintenant voilà. C'est moi le nouveau projectionniste de l'Apollo. J'ai vu la salle de projection et à l'époque, comme on avait le 35, c'était juste magnifique. Il y avait les gros plateaux, parce que beaucoup de cinémas n'étaient pas équipés de ces gros plateaux, vu que ça coûte assez cher. Donc ça permettait de rembobiner justement la bobine sur le plateau d'en dessous, comme ça on avait juste à le reprendre, et on repartait sur une nouvelle projection, après on gagnait du temps. Au lieu de couper plusieurs fois, de faire des petites coupures, parce qu'il faut savoir que les films en 35 à l'époque, ça pouvait arriver entre 4 et 5 bobines, ou un peu moins, tout dépend de la durée du film. Donc ça fait qu'il fallait qu'on réaccorde à la fin de la bobine qu'on avait, avec la prochaine, avec le début entre guillemets de l'autre. Donc bien sûr bien rescotcher tout ça pour qu'on puisse pas voir la différence. Et donc comme ça on pouvait raccrocher les 4 ou 5 bobines. Et au moins, comme ça, hop, tout se rembobine comme il faut grâce au plateau. Alors qu'une copie, ça pesait entre 50 et 70 kilos, quoi. Chercher l'erreur. Ah, c'était plusieurs bobines, c'était des bobines de 600 mètres, des bobines de 20 minutes. Donc quand on a un film comme Titanic que j'ai passé, je vous dis pas le montage, ça a fait quelques bobines. Si je me souviens bien, il devait faire aux alentours de 12 bobines. Le plateau diffusion était bien plein quand il tournait. Anciennement, c'était du triacétate ou du polyester, mais c'est le toucher, c'était le contact du produit, quoi.
Sébastien, il est jeune, il est né avec une souris. Moi, je suis un vieux et je suis né avec une clé de 13. De temps en temps, il me mettait une petite mission de rembobiner les amorces. Et un jour, pour je ne sais quelle raison, je n'ai pas enlevé le pied comme il faut de la pédale qui me permettait de rembobiner et tout. Donc on freine, mais comme on accélère aussi, j'ai mis de l'amorce un petit peu partout dans la salle de projection. On me suis bien fait engueuler. Donc je t'ai ramassé après. Et c'est plus le même métier. On appuie sur des boutons. Moi, la pellicule, j'avais le contact, j'avais le montage du film, le démontage, le réglage de machine. Tout se fait automatiquement maintenant. Le point se fait automatiquement au numérique. Donc sur un projecteur, il fallait avoir l'œil, ça dépendait des copies, ça dépendait de son écran, ça dépendait de la lumière, tout ça. Maintenant, on reçoit un film, il arrive par Internet, point, bon, c'est un fichier. C'est sûr que c'était plus technique à l'époque, parce que voilà, le 35, il fallait vraiment bien vérifier, bien mettre la bande, qu'elle soit bien tendue. Maintenant, le numérique, j'ai envie de dire, c'est super simple. Hein. Comme je dis, c'est informatisé, c'est comme un ordinateur. Donc on prend le fichier, on le transfère, on fait nos playlists, et après on a juste à appuyer sur play. Maintenant, c'est ce qu'on appelle du DCP, en fait, c'est numérique. On les a physiquement, ce qu'on appelle donc sous forme d'un disque dur externe. Et dessus, c'est protégé par ce qu'on appelle une KDM, donc c'est-à-dire la clé d'activation. Si on n'a pas cette clé, on ne peut pas lire le film. Un grand merci à lui de m'avoir montré cette salle de projection quand j'avais 14-15 ans et de pouvoir être là maintenant. Voilà, on reforme notre duo de choc de l'époque et c'est juste énorme. Merci à Emilia et Cécile pour ce document très captivant qui nous dévoile les coulisses du 7e art, bien plus peuplé que ce qu'on peut voir sur grand écran. Des métiers de l'ombre dans le cinéma, c'est pas ce qui manque. Et CM a tenu à vous le démontrer dans sa rubrique 1 minute, un métier, par un zoom sur un métier fondamental de l'image qu'on ne voit jamais et pourtant qui est si indispensable à toute production audiovisuelle. J'ai nommé le métier de cadreur. Donc focus sur le métier de cadreur, c'est tout de suite sur Génération Culture et En Voiture Simone. Je m'appelle Flavien Guevara, je suis formateur à la formation Jaris et je suis également chef opérateur. Alors pour faire simple, le métier de chef opérateur, c'est la personne qui est responsable de l'image dans un film. Donc il est responsable du cadrage, de la lumière qui a été créée par rapport à cette image. Et en fait, c'est lui qui donne un petit peu une identité à l'image, à la vidéo. Bien évidemment, depuis que moi j'ai commencé, le matériel n'est plus du tout le même. Les technologies ont énormément avancé. Alors effectivement, la qualité des caméras ou du matériel de prise de vue est bien meilleure maintenant. C'est surtout le poids. Le poids est complètement différent aussi. Alors les gestes sont toujours les mêmes, quel que soit le matériel utilisé, que ce soit du matériel qui est 30 ans ou du matériel beaucoup plus récent. Les réglages restent toujours les mêmes, même si c'est quand même beaucoup plus intuitif maintenant et qu'on a des outils en plus qui nous permettent plus facilement de créer de jolies images. Mon cadreur remerciera CM et d'ailleurs nous aussi on va remercier notre cadreur, Raphaël. Viens ici s'il te plaît Raphaël, viens ma biche. Voilà, je vous présente Raphaël sans qui vraiment on n'aurait pas pu filmer tous ces magnifiques plans. Donc vous pouvez applaudir Raphaël, malheureusement je ne peux pas entendre vos applaudissements malheureusement, mais c'est pas grave, on dira que je les ai entendus. Merci beaucoup, merci infiniment à Raphaël et merci à vous. Bisous mon chou. Les cadreurs sans qui il serait impossible de voir à l'écran ni Charlie Chaplin, ni Aya Nakamura, ni même moi. C'est dire à quel point ce métier est vraiment de la plus haute importance. Et c'est pas mon artiste du jour qui vous dira le contraire puisque je me suis rendu sur Montreuil pour aller voir Assad. Assad est un artiste émergent qui refuse l'appellation de rappeur et tente de se frayer un chemin en dehors des sentiers battus que tant d'artistes ont tenté de traverser. L'artiste du jour, c'est tout de suite et en avant la musique. Montreuil, ville de tous les mélanges, là où peuvent s'entrecroiser les profils les plus opposés. C'est ici que je suis venu à la rencontre d'Assad qui attend son directeur artistique de frère pour bosser sur leur dernière prod. J'ai attendu qu'il se repose de cette session d'enregistrement pour lui poser quelques questions. Mais qui est donc ce mystérieux Assad ? La signification de mon nom d'artiste Assad, donc Lion en l'occurrence, déjà ça part d'un truc tout bête, mais Léo déjà, mon prénom moi c'est Lion en espagnol.
Et c'est pour faire aussi un petit rappel avec Lyon en arabe en l'occurrence. Alors, ma formation musicale, je pense que ça a été beaucoup au début de par ma mère qui chante, mon père qui était musicien aussi. Donc en fait, moi j'ai grandi dans un milieu où on vivait dans la musique quoi, constamment. En gros, ma mère me faisait écouter de la musique, elle prenait le temps de nous appeler, de nous faire écouter des sons, d'avoir ce côté-là très critique sur la musique. À seulement 22 ans, Assad enchaîne les prods et sort déjà des clips dignes de la science-fiction. Mais sinon, Bora, Sirocco, c'est quoi ces projets? Alors les deux projets donc, que j'ai fait, Bora et Sirocco, je les ai faits parce que déjà l'envie d'avoir un EP quoi. Et puis après donc les deux thèmes qui sont abordés, donc on va avoir donc en l'occurrence le côté froid et le côté chaud. Et c'est aussi au début, je pense qu'on avait pris un créneau dans ma musique très on va dire mélancolique. Je pense que c'était une période assez hivernale au moment où on a pensé au premier projet donc Bora. Et par la suite, on s'est dit qu'il fallait compléter, fallait qu'on ait un tout en fait avec le deuxième projet Sirocco pour avoir vraiment, pour que la boucle soit bouclée quoi, en l'occurrence. Dans la voix de Léo, il y a un truc qu'on recherche souvent dans les voix, c'est ce qu'on entend souvent dans les titres très pop et tout. Il y a beaucoup d'air, beaucoup d'aigus, de cette texture-là dans les aigus. Pour ton amour coupé à mort, je l'ai vu pur comme un 09. Avec le gang, on est au caisse, il faut tirer sur toi, négro, on sort le night. Je suis pas sorti ce soir, j'ai pas le moral. Je pars pour m'acheter une paire toute neuve. Ça me fait du bien de passer dans la salle. Le son Clover qu'il a fait, il m'a vraiment surpris parce que y avait un aboutissement, genre, en fait le son il était intouchable. J'arrivais même pas à critiquer le son, au contraire, il m'a surpris même. Parce que je le trouvais avant-gardiste même. Et d'une liberté incroyable. Les poids se promènent sur la cover. Le shit se fait détail au couvert. Les peines et les plaintes sont d'hiver. Manger les pare-balles, c'est ma tout d'hiver. Je vais tout baiser à l'aise. Je refais mon genre d'amener. J'ai toutes mes fournitures. Entouré de ceux qui croient en lui et de sa fine équipe, avec un univers qui ne cesse de se préciser, Assad poursuit sa route. Chaque projet le rapproche un peu plus de ce qu'il veut vraiment dire, vraiment montrer. Un parcours qui s'annonce riche, libre et loin d'être terminé. 3 histoires, 3 formes de continuité, 3 manières de construire des liens entre discipline, génération ou sensibilité. C'était Génération Culture. Merci d'avoir visionné cette émission et on se dit à très bientôt.